Chaque entreprise a ses spécificités qui doivent être prises en compte sur la manière d'orienter sa démarche. Et si vous faites des benchmarks, vous allez avoir plein de bonnes idées, des choses hyper inspirantes, mais que vous allez vous dire c'est impossible de la déployer au niveau de ma structure. Et il y a des raisons pour lesquelles c'est pas possible de le faire. Et c'est ces éléments-là qui sont à prendre en compte dans le choix des feuilles de route. Et terminer sur la partie gouvernance de la démarche RSE. Quel modèle prendre? Je vous proposerai trois scénarios de gouvernance RSE. Alors, première étape, c'est comprendre pourquoi votre entreprise engage ou approfondit une démarche RSE aujourd'hui. Donc, j'ai analysé 7 piliers stratégiques de la performance durable. Ce n'est pas académique, c'est vraiment empirique sur du retour d'expérience, sur les raisons pour lesquelles les dirigeants ou les entreprises se lancent dessus. Le premier élément, et qui est un élément qui ressort très fortement actuellement, c'est vraiment les clients. Et c'est l'exigence client ou l'imposition client d'avoir des éléments de démarche RSE ou de mettre en place une démarche RSE qui pousse les entreprises à insister dans leur démarche ou à lancer et déclencher leur démarche. Et il y a trois grands sujets autour de ça. Quelque chose qui prend énormément d'importance depuis 3 ans, c'est la dimension carbone, où on trouve des donneurs d'ordre qui vont demander à l'entreprise de lui reporter, de lui restituer des éléments sur sa trajectoire elle-même carbone. Donc, ils peuvent être des sous-traitants qui doivent eux-mêmes, du coup, réfléchir à leur bilan et à leur trajectoire, et donc qui poussent l'entreprise à se poser la question sur c'est quoi ces éléments de bilan carbone et dans quel contexte ça se déroule. Autre élément qui a pris également énormément d'importance, c'est les achats responsables. Donc, on voit de plus en plus dans des consultations ou dans des demandes de devis, soit des formulaires ou des grilles qui vous demandent de répondre à tout un tas de questions sur votre démarche RSE, ou de vous faire noter sur des plateformes comme Bicorp, Ecovadis ou Acesia DAFNOR. Donc ça, c'est un élément important. Et dans certains secteurs d'activité, les entreprises ou les commerciaux sont confrontés aux acheteurs, et c'est face aux acheteurs, ils vont devoir défendre la démarche RSE de l'entreprise. Et puis le dernier élément qui est plus ancien, c'est la gestion des risques d'externalité. Donc c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps, il y a tout un tas de normes autour de ça. En gros, les entreprises internationales, si elles délocalisent, si elles sous-traitent au Maroc, elles ne veulent pas sous-traiter ou externaliser des risques environnementaux ou sociaux. Et donc, elles vont s'assurer que dans leurs activités au Maroc, il y ait bien un minimum de règles qui soient en place. Et on retrouve des certifications comme des SMETA, des SA8000, des Global Gap, etc. dans l'agroalimentaire qui sont en place depuis déjà pas mal d'années. Donc ça, c'est un levier. Et sur des entreprises, alors en France, c'est un peu la morosité. J'ai fait 3 évaluations RSE depuis le début de l'année, c'est un peu la sinistrose. L'élément qui maintient les démarches RSE actuellement, c'est l'exigence client. C'est de se dire, si on ne le fait pas, on perd des marchés. Et de toute façon, on doit répondre aux exigences des clients. Deuxième élément, qui était très peu présent il y a quelques années au Maroc, qui devient de plus en plus un moteur, c'est le nerf de la guerre, l'accès au financement, avec deux dimensions. C'est le levier financier, avec les banques et les fonds d'investissement qui intègrent de plus en plus des critères ESG dans leur choix de mise en portefeuille ou de proposition d'entreprise. Et puis les introductions en bourse. Il y a plusieurs entreprises qui ont démarré ou qui ont approfondi leur démarche RSE dans le cadre d'introduction en bourse. Et les montées en capital, c'est-à-dire l'ouverture du capital à de nouveaux investisseurs. Et généralement, quand c'est des investisseurs étrangers, il y a une due diligence qui va se dérouler avec des critères ESG à l'intérieur. Et donc, l'entreprise va devoir approfondir, mettre en place un minimum de choses avant l'arrivée des nouveaux actionnaires ou après l'arrivée des nouveaux actionnaires. Et puis, le dernier élément, alors ça, pour l'instant, ça concerne davantage les grands groupes, c'est la capacité à manipuler la taxonomie verte. On en a parlé hier dans les reportings pour l'accès aux fonds verts ou sociaux. Il y a 2 dimensions. Il y a des lignes de financement dans certains groupes qui sont conditionnées à la dimension environnementale des investissements qui sont réalisés, que ce soit de l'investissement ou de la charge d'exploitation. Et donc, par exemple, les cimentiers sont très à l'aise avec ces éléments-là. Tous les ans, ils font un bilan de tous les investissements qu'ils ont réalisés et qui ont concerné des sujets environnementaux. Et au niveau du groupe, ça rentre dans la taxonomie verte et ça rentre dans, ils peuvent du coup se financer à travers des fonds verts sur ces sujets. Au Maroc, c'est émergent. La taxonomie est encore peu manipulée. Il y a une taxonomie locale qui est en cours de développement et qui va sortir, c'est sûr. Et donc qui va permettre d'avoir un référentiel national sur la reconnaissance des activités exploitation ou d'investissement en lien avec l'environnement
et donc ils peuvent rentrer soit dans des fonds dédiés à ça, soit monter sur des investisseurs qui souhaitent verdir leur portefeuille. Autre élément, c'est l'efficience opérationnelle également. Donc, c'est quelque chose qui a poussé les entreprises ces dernières années dessus. Quelque chose qui existait déjà depuis quelques temps, c'est la sobriété énergétique. Donc, on a une réflexion sur la réduction des coûts, donc avec les réductions d'énergie, et ça a poussé les entreprises à rentrer dans la RSE sur cet angle-là. Le stress hydrique des dernières années a beaucoup impacté le secteur marocain dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois sur des impacts de diminution d'activité, mais aussi sur des opportunités pour certains acteurs. Donc c'est un vrai sujet, ça a poussé les entreprises à se questionner du coup à d'autres démarches, et l'innovation environnementale a pu se faire à travers des choses inspirées des démarches RSE. Et ensuite, il y a les gains de marge avec les approches un peu d'économie circulaire, d'éco-conception, où on va essayer de réduire les matières premières, on va essayer de réduire les emballages, on va essayer de réduire le gaspillage, etc. Donc, c'est des choses qui se mettent en place, poussées également par des réglementations étrangères. Je ne sais pas s'il y en a qui exportent en Europe, mais donc il y a des réglementations sur les emballages qui a poussé beaucoup d'entreprises à se re-questionner sur l'éco-conception des emballages, etc., qui sont très contraignantes pour le secteur. À Marrakech, par exemple, il y a des fabricants de thé qui ont été challengés sur ces sujets-là, des PME low-cap. Autre levier pour certaines entreprises, c'est vraiment l'axe RH. Donc pour eux, ils rentrent dans la RSE à travers la partie attractivité et marque employeur. Leur enjeu, il est double. C'est pouvoir attirer les meilleurs talents. Et souvent, quand vous êtes en recherche de talents un peu pointus, et ben la question qui va se poser, c'est un peu les avantages, le package global qu'offre l'entreprise. Et souvent, les approches RSE répondent à ça. Certaines luttent également, essaient de lutter contre le turnover avec ces approches-là. Et puis, un message un peu global, c'est que généralement, les collaborateurs sont les premiers ambassadeurs en matière de RSE. Et si en interne, il y a une croyance très faible sur la pertinence de la démarche RSE, vraisemblablement, elle sera perçue également comme ça au niveau de vos clients. Un autre levier sur lequel les entreprises peuvent rentrer dans les démarches RSE, c'est les prises de conscience des dirigeants avec des impulsions fortes en matière de RSE. Il y a 3 types de déclencheurs autour de ça. Un qui est vraiment une approche de survie et d'adaptation. En gros, si je ne m'y mets pas pour les contraintes réglementaires, environnementales, climatiques, etc., il y a un vrai risque sur l'activité. D'autres, c'est vraiment des opportunités ou de la compétitivité qui est identifiée. C'est-à-dire de se dire, effectivement, c'est ce qu'attend le marché et on ne peut pas ne pas faire de la RSE pour accéder au nouveau marché. Et également, certains, ils voient des innovations technologiques. Il y a quelques-uns ici dans la salle qui sont sur les dimensions environnementales et ils savent à quel point ces sujets-là également sont porteurs pour l'accès à certains marchés. Et puis, il y a aussi des convictions où il y a des dirigeants qui, déjà de manière très ancienne, souhaitaient avoir une vision plus humaniste de l'entreprise. Je pense notamment à toutes les fondations d'entreprises qui existent au Maroc depuis de très nombreuses années, où on a quelques fondations très emblématiques, ou avoir une mission donnée à l'entreprise ou un impact positif sur la société. Et on a des dirigeants qui souhaitent le faire. Voilà, on est au Maroc. La dimension religieuse aussi est également importante. Il y en a qui le font vraiment par charité, je dirais, mais du côté positif dans la manière dont ils le déploient et qui souhaitent avoir une partie redistribuée des résultats de l'entreprise auprès de la collectivité. Donc ça, c'est un autre angle sur lequel les entreprises peuvent démarrer la démarche RSE. Autre levier beaucoup plus ancien dans les secteurs réglementés, c'était la conformité et l'éthique. Et donc ça, c'est vieux depuis plus de 15 ans, on va dire, ou 20 ans. Mais c'est vrai qu'on trouve, quand on démarre les démarches RSE, des très anciens codes éthiques déjà en place depuis longtemps dans les entreprises. C'est des sujets qui avaient été abordés très longtemps. Soit c'est réglementaire, et il y a des exigences de compliance, d'éthique ou de gouvernance qui sont exigées aux entreprises. Soit le secteur est régulé, réglementé, et donc ça lui est imposé, type les assurances, le secteur bancaire, etc. Ou c'est de l'anticipation de risques, c'est-à-dire que c'est des éléments qui étaient déjà intégrés au niveau des risques de l'entreprise. Dernier levier, c'est aucun enjeu. Donc l'entreprise n'a ni besoin, ni on lui demande, ni c'est nécessaire, ni c'est un facteur de différenciation. Et généralement, elle va le faire davantage dans une logique de structuration, en se disant, voilà, il y a eu le QSE, et on enchaîne sur la RSE. Et donc, on continue à structurer un peu certains sujets environnementaux, énergie, RH, etc., en le poussant sur la dimension RSE, ça vient en complément.
Alors pourquoi c'est extrêmement important d'avoir ça? C'est que généralement, quand on est en charge des sujets RSE dans l'entreprise, on est également promoteur de la démarche. Il faut des leviers qui parlent aux dirigeants. Et donc savoir précisément un peu qu'est-ce qui a déclenché vraiment le besoin, c'est vraiment le sujet à ne pas rater et à relancer régulièrement. J'ai actuellement des responsables RSE qui s'accrochent à la RSE par un de ces angles-là. Et donc, c'est le bon moyen et de démarrer et éventuellement de poursuivre ou de réorienter une démarche. Et bah, plus vous allez additionner de facteurs, c'est pas des ou, c'est des des. Okay, on a ces facteurs qui vont s'additionner. On peut avoir dans une entreprise tout un tas de ces leviers-là qui se mettent en place. Et plus vous allez accumuler de et plus vous pourrez avoir en fait un moteur autour de la RSE qui sera puissant et qui va vous permettre d'aller vers des démarches de plus en plus exemplaires dans les initiatives que vous prenez et dans la manière dont ça va être ancré dans le modèle d'affaires. Et moins vous en aurez, plus vous allez avoir une démarche qui tient un peu à un fil ou à deux fils et qu'il va falloir entretenir autour de ces deux fils-là. Voilà, ça c'est le premier sujet. Il est important, il n'est pas, comment dire, il est un peu évident quand on le dit comme ça, mais quand on est dans l'entreprise, en fait, on se rend compte sur la durée que vraiment le sujet peut changer. C'est-à-dire que j'ai vu des entreprises qui étaient très orientées sur la charité au départ, avec des dirigeants qui croyaient vraiment à ces sujets-là. Puis il y a eu des entrées en bourse qui ont fait qu'ils sont venus sur d'autres choses avec des due diligence. Puis ils avaient la QSE, ça a renforcé avec les RSE. Et donc ils ont cumulé comme ça au fil des années des, des enjeux, des intérêts autour de la RSE qui leur a permis de développer leur démarche. Alors ensuite, par quoi commencer quand on fait une démarche RSE? Donc là, il y a 5 étapes incontournables. Si vous avez consulté les cabinets, vous allez retrouver ces 5 étapes dans tous les cabinets du monde sur les démarches RSE. Donc, on vous les partage. Donc, la première étape, c'est un diagnostic. En gros, c'est vraiment d'évaluer les pratiques existantes. En gros, il n'y a pas d'entreprise sur lesquelles on ne peut pas trouver des initiatives déjà en place qu'on ne puisse pas rattacher à une dimension RSE. Donc, il y a forcément des choses qui existent. Les sujets sont suffisamment vastes pour qu'on trouve des choses. Donc, c'est important de les identifier dès le départ. Deuxième étape, c'est les benchmarks. On viendra dessus. Extrêmement important pour se positionner par rapport au secteur. Troisième étape, c'est la consultation des parties prenantes. Plus ou moins large, plus ou moins sophistiqué, mais c'est un incontournable dans vos démarches. La quatrième étape, c'est l'exercice de matérialité. Donc on en a un peu parlé hier pour ceux qui étaient là sur la partie reporting. On va revenir dessus. Et la cinquième étape, c'est la feuille de route. C'est avoir sa planification des actions pour les 2-3 ans qui viennent. Donc ça, c'est incontournable. On fait tous ça. Et en interne, un responsable RSE et un consultant interne en matière de RSE. Et donc, il va avoir ces outils-là. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans? Le diagnostic, le but au départ, c'est vraiment, et pour avoir fait l'exercice de nombreuses fois, en fait, le plus compliqué pour l'entreprise, c'est d'être capable de rattacher des initiatives ou des pratiques qu'elle a en interne au bon sujet RSE. Okay, généralement, par exemple, elle va vous parler RH, elle va vous dire plein de choses en matière RH, et tout ça est un peu confus de ce qu'on met dans l'égalité, dans la discrimination, dans l'employabilité, dans l'inclusion, dans le handicap, qu'est-ce qui concerne la collectivité, etc. Et donc l'enjeu, c'est de cocher les bonnes cases et de remettre les pratiques dans les bonnes cases. Donc c'est vraiment le diagnostic standard. On revoit les activités et ça fait l'objet d'un rapport d'évaluation autour de la maturité de l'entreprise. Et soit on a des outils qui permettent de faire des graphiques sur les niveaux de maturité, soit c'est des rapports un peu plus génériques et qualitatifs, on va dire, sur le contenu. Deuxième étape qui est extrêmement importante, c'est les benchmarks. Alors pourquoi le benchmark est important? C'est que déjà, premièrement, il y a énormément de données disponibles en matière de RSE, puisque tout le monde fait du reporting sur ces démarches RSE, donc tous les rapports sont disponibles de vos concurrents, de votre secteur d'activité, à l'international, sur d'autres thématiques qui ne sont pas de votre secteur d'activité. Et vraiment, l'objectif, c'est d'identifier qu'est-ce qui est le bon niveau de maturité pour votre démarche. C'est-à-dire que si vous êtes trop en dessous de ce que fait déjà votre secteur, vous ne serez pas crédible dans votre démarche. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun élément différenciant dans votre démarche, que ce soit pour l'interne ou pour l'externe. Si vous êtes trop haut, il se peut que vous poussiez l'entreprise à faire des choses que personne ne fait vraiment. Ça va être très difficile à défendre en interne si on vous challenge un petit peu sur la raison pour laquelle vous poussez à ce type d'action. Autre élément, effectivement, c'est si vous souhaitez découvrir un peu où en est l'état de l'art actuel sur une thématique.
Donc, qu'est-ce qui se fait actuellement? Je sais pas, en qualité de vie au travail. Les choses évoluent énormément. Les benchmarks sont un bon moyen de le faire. Ce qui se faisait sur la partie carbone il y a 3-4 ans est très très faible par rapport à ce qui se fait maintenant. Okay, si maintenant vous ne savez pas qu'il y a le SBTI qui permet de valider tes trajectoires carbone, etc., ça se pratique dans pas mal d'entreprises, vous serez un peu en dessous si vous êtes encore vous sur un bilan carbone scope 1 et 2 par exemple, ce qui était habituel il y a 5 ans. Donc le benchmark est vraiment important pour arriver à positionner le bon niveau de votre démarche. Autre élément, c'est la consultation des parties prenantes. Ça, je vais le redire après, mais en gros, il n'y a aucune initiative ou action RSE qui ne s'adresse pas à quelqu'un. Toute action, elle va s'adresser au personnel, elle va s'adresser aux fournisseurs, elle va s'adresser à une autorité, elle va s'adresser à la collectivité, elle va s'adresser à l'environnement. Et donc, c'est important d'avoir une idée de ce qu'attendent les parties prenantes par rapport à votre entreprise. Et donc, c'est aller les questionner. Ça peut être sur des démarches assez simples, ça peut être juste de l'expertise interne. Parfois, on a démarré comme ça, sur la connaissance qu'on avait des parties prenantes en interne, ou ça peut être plus collaboratif avec vraiment des rencontres jusqu'à des approches où vraiment on va faire des panels, on va faire des tours de table, etc., des réunions importantes qui vont se faire sur les attentes des parties prenantes. Là, je vous ai remis, ça c'est le modèle SNCF sur le type de dialogue qu'ils mettent en place par partie prenante. Donc il y a des choses qui sont simples, il y a des choses qui sont plus compliquées. Là, vraiment, il n'y a pas de modèle type. Des fois, on démarre de manière très, très, on va dire, basique dessus, avec simplement la connaissance qu'on a des parties prenantes, mais c'est un élément essentiel dans la démarche. L'analyse de matérialité. Alors, l'analyse de matérialité, j'ai beaucoup évolué dessus par rapport à ce que je faisais les premières années et ce que j'en fais maintenant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'analyse de matérialité, c'est une démarche issue des outils de reporting. Donc, à la base, les méthodologies que vous avez, elles ne sont pas conçues pour faire c'est pas un SWOT, quoi. C'est pas un outil de planification. Par contre, c'est un bon outil pour hiérarchiser. Donc, il est intéressant, mais il faut en connaître un peu les limites. C'est-à-dire que quand vous hiérarchisez pour ceux qui font de l'analyse de risque, sur de la criticité brute. Okay, les analyses de matérialité, vous ne mettez pas en face votre niveau de maîtrise. Donc, vous avez vraiment la criticité brute. L'idée de départ des analyses de matérialité, c'est de pousser les entreprises à être très sélectives sur quoi ils doivent reporter. Donc, la difficulté qu'on a, par exemple, dans certaines entreprises qui font l'analyse de matérialité de manière il est trop faible, qui font l'analyse de matérialité de manière stricte, en fait, on retrouve peu d'enjeux qui retiennent. Et donc, ils excluent beaucoup d'enjeux RSE. Sauf que dans la vie de votre système, votre démarche RSE, vous ne pouvez pas exclure beaucoup de sujets. Pour peu qu'ensuite vous soyez confronté à des labels, à des notations, on va vous demander de renseigner tous les sujets. Donc, en reporting, on peut beaucoup exclure et dire pour moi, je reporte que sur tel et tel sujet. En démarche, même si votre analyse vous montre qu'il y a des sujets qui sont très faibles, par exemple, dans du tertiaire, la gestion de déchets arrive très très bas. Et donc, on pourrait se dire, bah, du coup, on n'aborde pas le sujet, il n'est pas matériel pour nous. Mais en fait, c'est impossible de l'exclure. Réglementairement, c'est nécessaire. Et de toute façon, si vous êtes questionné dessus, on vous questionnera sur la gestion de déchets. Donc, voilà, il a ses limites, il est extrêmement intéressant, c'est un incontournable. Il n'y a pas de démarche qui démarre sans faire d'analyse de matérialité. Mais voilà, il a cette limite dans le fait que l'outil n'est pas prévu au départ pour programmer une politique ou une stratégie. Il est vraiment fait pour hiérarchiser les sujets à reporter, mais on l'utilise tous. Et ensuite, donc, il y a les matérialités simples ou doubles. Ça a été présenté par Zineb hier. Donc, il y a deux types de matérialité simples. Matérialité financière, qui est vraiment la matérialité simple anglo-saxonne, où ils font que ça. En gros, ils regardent les enjeux RSE sur l'impact ou l'opportunité financière business que ça représente. L'approche plus européenne, qui est plutôt matérialité d'impact. Donc, en gros, on regarde est-ce que notre activité impacte des enjeux RSE sur les parties prenantes. Et ensuite, il y a la matérialité double où on combine les deux. Donc là, si vous êtes dans les éléments, au Maroc, vous choisissez. On a beaucoup plus l'habitude de voir des matérialités simples d'impact par habitude, on va dire. Mais les deux sont possibles. Dernière étape, c'est la feuille de route RSE. La feuille de route RSE, dans vos démarches, elle va toujours être combinée deux dimensions. Des actions pour structurer la démarche RSE et des actions qui portent vraiment sur des initiatives et des engagements
des engagements RSE et donc qui va venir de la consolidation et de l'analyse des 4 étapes précédentes qui vont vous permettre de sélectionner les actions prioritaires. La difficulté, c'est que vous allez vous retrouver avec 150 actions potentielles à faire. Et l'important, ça va vraiment être de hiérarchiser en partant sur quelques premières actions. Donc ça, c'est les 5 étapes. C'est passionnant à faire au départ. En découvrant l'entreprise, on la voit sous un autre angle. Ça donne beaucoup d'énergie. Quand on ressort sur les feuilles de route, on a envie de tout faire. Maintenant, on va être confronté à d'autres difficultés où il va falloir hiérarchiser et embarquer toute l'entreprise dedans. Ce qui est important, c'est que ces feuilles de route soient vraiment validées par les directions. Ça doit être un engagement fort. En fait, la RSE, il y a très peu d'éléments techniques à mettre en place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire je vais faire une procédure ou un document et j'aurai résolu un sujet RSE. Chaque sujet, c'est un projet qui va prendre, souvent ce que je veux dire, on est sur des temps longs, quoi. On est sur 2-3 ans pour que vraiment ça se matérialise, ça s'ancre, etc. Et donc, s'il n'y a pas des accords vraiment valides de la direction dessus, un responsable RSE va juste produire un peu de doc, va faire un peu de sensibilisation, mais aura très peu d'actions concrètes impactantes sur le terrain. Alors, la grande question qui se pose maintenant sur comment on diagnostique tout ça, c'est quoi la norme qu'on prend ou le référentiel qu'on prend pour faire un diagnostic RSE. Alors, je remercie mon chat GPT personnel pour cette magnifique slide. En gros, je vous ai mis, j'ai structuré un peu les référentiels qui existent, sur lesquels vous pouvez vous appuyer en démarche RSE. En gros, vous avez toutes les normes de reporting. Elle est belle, hein. Je suis très content du résultat hier. Ah ouais, il faut la prendre en photo, profitez-en. Donc en gros, on a toutes les normes de reporting. Et j'ai eu des questions auprès d'entreprises déjà très avancées en matière de RSE, de savoir si ces normes de reporting pouvaient servir de référentiel pour leur démarche RSE, en se disant je structure ma démarche autour des outils de reporting. Ma question c'est non. En fait, elles ne sont pas faites pour ça, elles sont vraiment faites pour reporter. La manière dont elles sont structurées ne sont pas du tout pratiques pour mener une démarche. Mais donc il y en a énormément. Donc il y a le GRI, donc tout ça, ça a été présenté par Zineb hier par la masterclass qui était passionnante. Donc il y a le GRI, il y a les normes IFRS, les normes SASB, pardon, les normes ISSB, la CSRD européenne, le TSFD qui n'est pas vraiment une norme de reporting, mais en tout cas qui est une recommandation sur le reporting sur la partie climat, et la VSME qui est en fait la norme de reporting pour tous ceux qui n'utilisent pas les normes. Toutes ces normes-là en amont, elles sont réglementées, elles apparaissent dans des réglementations. La VSME, elle est pour toutes les entreprises qui ne sont pas soumises à la réglementation et qui peuvent l'utiliser. Donc ça, c'est un premier référentiel, et c'est celle qui est le plus connue des grosses structures, parce qu'elles ont déjà fait du reporting, et donc elles le maîtrisent. Ensuite, on a les labels. Alors les labels, il y a 3 types de labels. Il y a des labels généralistes, comme le label engagé RSE d'AFNOR, le label CGEM, le label BUCI. On a des labels sectoriels. Donc il y a des labels pour les centres de relations clients, il y a des labels pour le BTP, il y a des labels pour les événements durables, des labels pour les vignerons, il y en a des dizaines d'autres. Je suis qualifié sur un label, par exemple, sur la production audiovisuelle. Donc on qualifie, on labellise des productions de pubs, de documentaires, de films, etc. Donc il existe tout un tas de labels donc, par secteur d'activité. Et ensuite, il y a des labels thématiques. Donc, les labels thématiques, ils sont sur un sujet RSE spécifique. Donc on en a sur la diversité, on en a sur la relation fournisseur, sur l'égalité, sur le bio, sur la gestion durable des forêts, sur le commerce équitable, sur la partie agricole, etc. Ensuite, on a les plateformes de notation des fournisseurs. Donc, il y en a 3 grandes. Il y a EcoVadis, Bicorp, donc EcoVadis européenne, Bicorp américaine et Acesia française d'AFNOR. Donc, ils sont les 3 plateformes. Elles, c'est donc des plateformes sur lesquelles vous allez déposer de la documentation, répondre à des questionnaires. Ça vous donne une note et vous rentrez dans une base de données fournisseurs et donc les acheteurs peuvent venir regarder votre rapport et la note que vous obtenez. Certains mettent des seuils, certains ne mettent pas de seuils, certains sont en dehors des plateformes avec des grilles internes, etc. Donc, et ensuite, on a toutes les normes et référentiels de management qui sont déployés dans énormément de structures engagées en matière de RSE. Donc, on va retrouver l'ISO 26000, bien sûr. On va retrouver la 9001 sur la qualité, la 14001 sur l'environnement, la 45001 sur la SST, la 50001 sur l'énergie,
la 37001 sur la corruption, la 27001 sur l'information, la 42001 sur le management de l'IA, où il y a déjà des entreprises certifiées dessus, la 46001 sur la partie hydrique, le SMETA sur la partie éthique, le SA 8000 sur la partie sociale. Et donc, toutes ces normes-là, c'est des normes qu'on peut retrouver dans les entreprises. Certaines les additionnent. D'ailleurs, on est de plus en plus sur des multi-référentiels avec grosses structures, mais qui sont des normes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour venir approfondir un sujet. Donc, on a tout ce panorama-là. Et la question, c'est sur quoi s'appuyer. Donc, le plus évident dans tout ça, c'est de s'appuyer sur l'ISO 26000, qui est la norme des normes en matière de RSE. L'ISO 26000, sa difficulté, c'est qu'elle est très lourde. C'est 180 pages de normes. Elle est très bien structurée, mais elle est très exhaustive. Alors, elle est quand même structurée en 3 éléments qui nous donnent une idée déjà de comment diagnostiquer une démarche RSE. Puisqu'on va retrouver un bloc sur les 2 dimensions un peu fondamentales de la démarche, qui sont les étapes qu'on fait en début de démarche, l'analyse de matérialité, donc la hiérarchisation des enjeux et l'écoute des parties prenantes. Donc, on sait déjà que quand on diagnostique, peut-être on s'appuiera là-dessus. Ensuite, on a les questions centrales, donc qui sont vraiment les sujets sur lesquels avoir des engagements et des initiatives RSE. Donc, on retrouve les droits de l'homme, la relation à les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et les communautés et développement local. Et l'ISO 26000 contient également tout un tas de chapitres sur le déploiement de la démarche au sein de l'entreprise. Donc, on va retrouver de la communication, on va retrouver de l'organisation autour de la RSE, on va retrouver le principe d'amélioration continue, etc. S'il vous plaît. Donc, l'ISO 26000 pourrait être un bon support de diagnostic et de structuration de démarche comme on utiliserait la 9001 ou la 14001. Mais dans les faits, en fait, personne ne l'utilise vraiment. Elle est un peu compliquée et quand vous l'apprenez, elle est très théorique. Même la terminologie, ça ne parle pas du tout à l'entreprise. C'est très technique, les mots qui sont utilisés dedans. Moi, ce que je vous conseille pour faire le diagnostic RSE et structurer votre démarche, c'est de s'appuyer sur un label. Et notamment, il y a un label, qui est le label d'AFNOR, que je défends. Alors, je suis sur plein de labels. Et si je le défends, c'est par conviction de consultants et de praticiens en matière de RSE. Je vous ai mis le QR code qui ramène à la page de téléchargement d'AFNOR, sur lequel vous pouvez télécharger ce label-là, et donc qui permet de structurer la démarche. Vous avez tout un tas de livres blancs, de guides, etc., qui sont également accessibles. Le gros avantage de cette norme, c'est c'est la traduction de l'ISO 26000 dans un langage entreprise pour une démarche RSE. Donc, elle est organisée en 8 grands chapitres et qui donnent à la fois une orientation sur la manière de diagnostiquer la RSE dans l'entreprise et également de la mettre en place. Donc, on a les sujets de gouvernance qui sont abordés. Donc, vraiment la partie direction générale, on va dire, comité de direction. On a les sujets de déploiement de la démarche qui sont vraiment les outils du responsable RSE et les actions qu'il va devoir mener pour déployer la RSE. On a ensuite 3 blocs qui couvrent vraiment les initiatives et les engagements en matière de RSE et qui reprennent quasiment l'exhaustivité des sujets dans l'ISO 26000. On a les sujets RH, on a tous les sujets autour de la production, de l'économie circulaire, de l'environnement, des achats responsables, de la relation aux consommateurs, etc. On a un 5e chapitre sur l'ancrage territorial et un très gros 6, 7 et 8e chapitre sur la mesure d'impact, donc avec les indicateurs en matière de RSE, et donc qui viennent répondre à tous les besoins qu'on aura derrière de reporting et surtout d'être capable de mesurer l'impact qu'on aura suite à la mise en place d'actions. Et donc ce référentiel-là, il donne des... Alors oui, l'avantage d'un label, c'est qu'il permet également d'obtenir une reconnaissance externe, et je dirais très rapidement. C'est-à-dire qu'en gros, le label, il est sur 1000 points. Dès 300 points, donc en fait très rapidement, l'entreprise peut obtenir un premier logo, comme quoi elle est en démarche RSE et elle est labellisée sur une démarche RSE. 300 points par rapport au label, c'est vraiment très très peu. Il y a besoin de structurer un minimum pour accéder à ce seuil de 300 points. Donc l'avantage, c'est que ça permet d'obtenir une labellisation très rapidement, que l'on obtiendra une certification. Il n'y a pas d'écart. La différence entre une norme ISO et un label, maintenant, c'est quelle action retenir dans votre feuille de route. Parce qu'on a vu que c'est quand même beaucoup d'actions potentielles. Si vous faites un diagnostic, vous allez trouver, ce que je vous dis, facilement 150, 160 actions.
entre les actions de mise en place de la démarche, les actions autour des engagements, plus les actions autour des indicateurs. Alors, la première élément pour structurer une feuille de route, il y a des évaluateurs RSE dans la salle. Bon, ben, pour ceux qui sont évalués, qui sont évaluateurs RSE, on a passé pas mal de temps sur ces parties-là en formation. C'est l'approche PDCA. En gros, ce qu'apporte AFNOR dans l'approche, qui est juste génial, c'est de se dire que chaque sujet RSE, vous l'abordez en PDCA. Donc vous l'abordez sur les éléments de planification, donc mise en place de politique, analyse, définition des engagements. Okay. Et donc déjà, vous savez que la première chose à mettre en place, c'est déjà de clarifier la politique ou l'engagement que vous allez sur les sujets que vous souhaitez aborder en matière de RSE. Donc déjà, ça hiérarchise. Tous ces sujets-là, ils remontent en numéro 1. Donc de clarifier les engagements, les politiques, les analyses que vous allez faire. Je ne sais pas, moi, vous avez fait de la SST, ben vous démarrez par les analyses de risque et la politique SST. Vous voulez faire des RPS, vous démarrez par une analyse RPS et vous incluez dedans. Vous voulez faire de la QVCT, vous allez commencer par une politique sur la QVCT. Vous voulez faire de l'économie circulaire, vous allez commencer par une analyse de vos produits et une orientation sur les produits prioritaires. Donc ça commence par la partie planification. Donc déjà, c'est un peu facile, mais ça permet déjà de structurer la démarche et on peut lancer des choses déjà qui sont visibles tout de suite, même si elles ne sont pas révolutionnaires en interne. Ensuite, on s'attaque au déploiement. Donc là, on rentre dans le cœur du réacteur et on déploie les actions. Donc, tout ce qu'on a mis dans nos politiques, on va le déployer sur le terrain. Et donc là, effectivement, c'est des projets qui peuvent prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, suivant la complexité et l'ambition que vous avez autour des sujets RSE. Et dans ce cadre-là, vous savez que vous ne vous concentrez pas trop au départ sur les indicateurs, sur la complexité de la mesure, sur tout ça. Faites avant de mesurer. Donc faites un maximum d'initiatives, mais elles seront encadrées dans le cadre d'une politique. À la différence, une entreprise qui ferait l'inverse, qui démarrait par tout un tas d'initiatives, va lancer beaucoup d'initiatives RSE sans que ce soit dans un cadre qui est validé par la direction. Et il se peut qu'il y ait des initiatives qui démarrent, des initiatives qui s'arrêtent, des choses qui sont lancées une année, qui ne sont pas lancées une autre. On voit ça par exemple sur les engagements auprès de la collectivité, où une entreprise, si elle n'a pas structuré un peu sa politique d'appui ou d'engagement vis-à-vis de la collectivité, elle va prendre une association une année, elle va arrêter, elle va partir sur la santé l'année suivante, elle va faire un peu d'éducation, elle va faire un peu d'entrepreneuriat féminin, etc. Donc l'avantage, si c'est structuré dans une politique, c'est que vos initiatives, en fait, elles vont avoir de la continuité dans la durée, puisqu'elles sont définies dans une orientation qui a été validée. Ensuite, vous passez à la mesure d'efficacité. Donc là, vous passez du temps, vous structurez les tableaux de bord, et vous essayez d'évaluer l'impact de tout ce que vous avez mis en place. Est-ce que ça a concerné 1 personne, 2 personnes, 10 personnes, 1 million, 10 millions, 100 millions, 10 000 dirhams, 5 000 dirhams, etc. Donc vous quantifiez les impacts que vous avez eus sur les indicateurs qu'on a vus tout à l'heure, sociaux, environnementaux et de gouvernance. Et ensuite, vous bouclez tout ça avec l'analyse de ces éléments-là et de voir est-ce que vous êtes dans une trajectoire, comment vous vous positionnez par rapport éventuellement à d'autres sociétés du même secteur. Vous pouvez benchmarker, vous pouvez comparer et voir si votre politique est à réajuster, à enrichir, à maintenir, à stabiliser, à abandonner. On a des initiatives comme PERS dans les entreprises et donc dans la boucle d'amélioration. Et donc c'est extrêmement puissant à la fois en diagnostic, parce que du coup, quand vous abordez un sujet, vous le diagnostiquez en PDCA, donc est-ce qu'il y a une politique, est-ce qu'il y a du déploiement, est-ce qu'il y a de la mesure, etc. Et quand vous mettez en place, vous reprenez le même ordre, on va structurer un peu la politique, ou bien il y a des initiatives, on a diagnostiqué qu'il y avait des initiatives, mais elle n'est pas structurée dans la politique, on fait la politique. On a eu des politiques, on a signé des labels, des chartes égalité, des chartes diversité, etc. On n'a jamais rien déployé derrière, on déploie derrière. Ou bien des fois, on a des indicateurs de mesure qui ne sont pas rattachés vraiment à des démarches. Ben, on se dit, OK, l'indicateur on le mesure, on va remettre la démarche, on repart sur le PDCA, etc. Donc c'est extrêmement logique et structurant dans la démarche. Alors, je vous ai remis dans cette slide également les exemples de projets qu'on va retrouver dans les démarches RSE. Donc, par exemple, sur les RH, on va retrouver des projets politiques RH. Donc, vraiment, la RH va reprendre
sa politique RH et réintroduire dedans les sujets qu'elle veut voir introduire. On va trouver des projets de gestion de compétences, de parcours de formation, employabilité. Je ne vais pas rentrer un peu dans les définitions de tout ça, ça va prendre trop de temps, mais ensuite on a les projets d'engagement collaborateur, participation à la démarche RSE. C'est toutes les actions, les initiatives qui vont permettre aux collaborateurs de réellement s'impliquer en interne auprès d'associations, etc. sur les sujets RSE. Les projets de diversité, équité, inclusion, lutte contre les discriminations, les projets d'égalité hommes-femmes, les projets d'inclusion des personnes en situation de handicap. On va retrouver d'autres projets autour des projets de rémunération. Les entreprises vont se reposer les questions sur les modèles de partage de valeur, de primes, etc. Les projets de dialogue social, avec du dialogue réglementé type partenaires sociaux, mais aussi du dialogue à travers d'autres comités ou du dialogue direct avec les salariés. Les projets santé-sécurité au travail, les projets qualité de vie au travail. Sur la partie production, on peut trouver des projets autour de l'innovation durable, d'économie circulaire, les projets carbone avec les trajectoires de décarbonation, les projets d'adaptation au changement climatique, des projets de sobriété, donc énergie, eau, etc., ou de gestion au recyclage des déchets, les projets de démarche environnementale type ISO 14001 de prévention de la pollution, des projets biodiversité, des projets numériques, achat responsable, les projets qualité expérience client. Et on peut aussi avoir des réflexions sur des engagements associatifs, de fondations ou autres autour des sujets environnementaux, suivant l'appétence de l'entreprise, sociale avec le mécénat, les partenariats, etc., ou de développement économique à travers du soutien à des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des coopératives, etc., l'emploi territorial, la contribution à l'écosystème économique de l'entreprise. Un élément pour évaluer un peu la qualité des initiatives que vous prenez, c'est de vous dire comment ces initiatives sont perçues par les parties prenantes. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise en interne pour dire un petit peu là où l'entreprise est allée en matière d'action et de projets en matière de RSE. Bon, la première chose éliminatoire, c'est les pratiques qui ne sont pas réglementaires. C'est de se dire, OK, on fait du dialogue social, mais on n'a pas telle chose. Ou bien, on fait des démarches achats responsables, mais on travaille encore avec des prestataires qui ne sont pas déclarés, pas, etc. Okay, donc, on est encore sur des seuils non réglementaires. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Au Maroc, d'ailleurs, c'est très bien d'en avoir conscience, puisqu'on peut avoir tout un projet de mise en conformité réglementaire. On le voit dans le secteur agricole, on le voit dans le secteur du transport. On l'a vu à l'époque, mais c'est dépassé maintenant, mais dans le secteur du nettoyage, du gardiennage, etc. Maintenant, ça c'est très, très professionnalisé. Mais en tout cas, ça peut être en soi un projet de remonter à un niveau réglementaire suivant avec qui on travaille. Autre élément, c'est la pratique juste réglementaire. Donc, on a travaillé en interne, mais ça nous a ramené juste à un niveau réglementaire. C'est-à-dire qu'on a gagné, je sais pas, en environnement, on a mis un projet de gestion de déchets, mais en fait, on est juste venu à l'exigence réglementaire. Okay, donc, on a fait un gros projet environnemental, mais pour l'instant, il est à une pratique qui est juste réglementaire. On a fait de la SST et on est juste arrivé au fait d'avoir des contrôles réglementaires des installations. On a donné des EPI, on a fait l'appréhension. Donc ça, c'est juste du code du travail. On n'a rien fait de plus. Donc ça peut être quand même un gros projet en interne dans l'entreprise. Ce n'est pas à négliger, mais bon, ça donne une idée d'où on est arrivé. Ensuite, c'est toutes les actions qui vont avoir un bénéfice direct pour l'entreprise et indirect pour la partie prenante concernée, qui peut être de la gestion de risque ou de l'opportunité, etc. Ça, on le voit beaucoup en RH, par exemple, où on va trouver des grandes démarches de formation du personnel. En fait, quand on regarde le contenu, on est vraiment sur de la formation pour l'entreprise. Donc, c'est très bien. On a un beau plan de formation, mais ça bénéficie à l'entreprise. Le collaborateur a besoin de cette formation tant qu'il est dans cette entreprise. Mais demain, il sort, il veut monter un business. Les formations qu'il a eues ne vont pas l'aider à monter un business ou à se développer. Ensuite, on a les bénéfices qui sont directs, réciproques. C'est des bonnes pratiques. Type en RH, si on monte un peu au-dessus, si je donne la possibilité à mon collaborateur de passer une formation diplômante, c'est bon pour moi, mais c'est bon pour lui. C'est-à-dire qu'il ressort quand même avec un diplôme. Donc, en niveau RSE, ça me positionne à un niveau un petit peu plus élevé en termes de pratique. En matière, je sais pas, gestion de déchets, ok, j'ai géré les déchets dangereux, etc., c'est juste réglementaire. Je commence vraiment à faire du recyclage, etc. Donc, ça commence à être bénéfique pour l'environnement et pour mon entreprise. Donc, on monte un peu dans les niveaux de pratique. Et ensuite, c'est les bénéfices directs pour les parties prenantes, indirects sur l'entreprise, ce qu'on appelle les pratiques exemplaires, où je vais vraiment le faire pour la partie prenante. Donc, par exemple, on a des entreprises qui accompagnent des collaborateurs à monter leur business, qui donnent la possibilité aux collaborateurs de prendre des congés pour développer telle ou telle chose. Donc, c'est juste intéressant pour lui. Moi, j'en ai pas un retour direct. Ça travaille mon
ma marque employeur, etc. Mais je ne retire pas un bénéfice immédiatement. Si je fais un travail pour la collectivité, je sais pas, je fais un travail sur le sourcing fournisseur, vous avez sûrement parlé tout à l'heure. Si je cherche des petits fournisseurs locaux, moins structurés, etc., c'est bon pour eux. Moi, ce serait beaucoup plus facile d'aller acheter ça directement chez un fournisseur, une grande marque. Ok, donc, et donc là, ça va vous permettre de juger un petit peu où en est vos actions, la qualité de vos actions en matière de démarche RSE et où vous en êtes en termes de niveau d'exemplarité. Et donc parfois, on fait beaucoup d'efforts pour arriver à des niveaux qui sont juste intermédiaires en termes d'exemplarité RSE. Mais ça fait partie de la démarche et ça reste très bénéfique pour l'entreprise et pour le développement durable en général. Autre élément, là je prends une casquette plus coach pour les coachs de la salle. On a une analyse également, donc ça c'est quelque chose sur lequel je passe beaucoup de temps actuellement dans les entreprises. En gros, la feuille de route RSE que vous allez mettre en place et les actions que vous allez mettre en place vont vraiment dépendre de la culture de l'entreprise et de votre modèle à vous, de votre culture à vous. Donc suivant l'environnement dans lequel vous êtes, vous pouvez avoir des idées qui sont géniales, elles sont impossibles à déployer. C'est-à-dire qu'elles ne collent pas du tout avec ce que les dirigeants ont en tête, la manière dont l'entreprise fonctionne. Et ça, cette finesse-là m'a permis de réorienter complètement les types de propositions que je fais aux entreprises. Si vous faites du benchmark, vous allez trouver des choses qui sont incroyables, qui sont géniales. Vous allez les essayer chez vous, ça va être un flop total ou ça va être un rejet complet de la proposition que vous faites. Parce que la culture d'entreprise est essentielle et même votre culture à vous, votre modèle à vous est extrêmement important sur ce que vous allez être capable de proposer à l'entreprise. Les grands modèles qu'on a, on appelle ça les dynamiques, ça va être par exemple la dynamique de conquête, type boîte familiale. Ok, boîte familiale, le but c'est de sécuriser son marché, de croître dans son activité. Dans ce cas-là, la RSE, elle est juste perçue comme un bouclier de protection sur éventuellement des concurrents, des risques qu'il peut y avoir. Et donc, les seuls sujets qui vont m'intéresser, c'est est-ce que mes concurrents le font ou ne le font pas? Est-ce que ça me permet de gagner des marchés ou pas de gagner des marchés? Est-ce que ça me protège de quelque chose ou ça ne me protège pas de quelque chose? Tout le reste va être très difficile à vendre au niveau du dirigeant. Autre type de dynamique, c'est vraiment les dynamiques de structure, où là, on est dans des entreprises où la culture, c'est vraiment la procédure. Donc, type voilà, structure administrative ou grand groupe très, très procédurier. L'appétence, elle va être sur des démarches qui se font seules sur la définition de charte, la définition de procédure. Est-ce que c'est réglementaire ou pas réglementaire? Si c'est pas réglementaire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'y aller? Si c'est pas procéduré, est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire? Si c'est un peu trop fun, etc., qu'est-ce que ça apporte dans la structure de l'entreprise? Et on a des responsables RSE qui eux-mêmes peuvent porter ce type de modèle, qui sont pour davantage de structures, de normes, etc. Et donc là, tout ce qu'on va intégrer dans la démarche RSE qui s'éloigne un peu de ça, en fait, on va être confronté à une résistance en interne. Soit on a des leviers pour les dépasser, soit on aura un rejet pour le faire. Ensuite, on a les dynamiques de performance. Dynamiques de performance, c'est les modèles dans lesquels le résultat prévaut. Donc on est dans un modèle de reconnaissance individuelle, on est dans un modèle de performance globale de la structure. Et là, effectivement, tout ce qui est en matière de RSE qui vient permettre de gagner du gain, de gagner de la marge, de motiver les personnes, d'attirer des clients, d'attirer des talents, on est preneur. On va le prendre en charge. Ce qui ne serait pas forcément valable dans les structures plus procédurières. Ok, donc par exemple, on va trouver des entreprises qui ont commencé à faire un peu de fund management. On va retrouver sur la qualité de vie au travail des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Sur LinkedIn, il y en a plein. Sur LinkedIn, on est beaucoup autour des dynamiques de performance. Vous allez trouver plein de choses. Et suivant la structure dans laquelle vous êtes, vous dites, pour moi, c'est impossible de proposer ça. Je ne peux ni le proposer à mon DG, ni le proposer à ma grosse structure. Ça ne va pas être accepté. Ensuite, on a des dynamiques plus humanistes. Là, c'est des entreprises qui intègrent des enjeux et des valeurs en matière de RSE. Donc, pour elles, effectivement, c'est inconcevable de pratiquer tel business ou telle activité sans intégrer ces valeurs-là. Et donc là, si vous proposez moins que ça ne va pas être suffisant. Si vous le proposez, ça va être accepté. Donc, on peut commencer à travailler sur des choses, je ne sais pas, le handicap. Donc, une entreprise qui est vraiment orientée sur la performance, le business, c'est quoi l'intérêt de faire entrer des personnes en situation de handicap? Sauf si vraiment ils répondent à tous les critères comme les autres. On peut le faire. Mais on ne fait pas de discrimination positive dans une boîte qui fait vraiment de la performance. Quand on intègre des valeurs, on va comprendre qu'effectivement, on peut faire du woman empowerment, pousser les cadres femmes, faire des actions dédiées à ça,
pousser les personnes en situation de handicap, faire de l'inclusion sociale dans les recrutements, etc., avec des démarches qui sont vraiment dédiées à ça. Donc, ça ne vient pas forcément aider la performance, mais on intègre ces valeurs-là. Les dimensions environnementales sont abordées très différemment. Dans la partie performance, je fais de l'environnement, okay, je peux faire de la gestion de l'énergie, oui, je prends. Si mon client demande un bilan carbone, on va le faire, il n'y a pas de problème. Dans les démarches qui intègrent déjà des démarches humanistes, pour eux, ce n'est pas concevable qu'on continue à rejeter autant de carbone. On ne peut pas avoir autant de déplacements, on ne peut pas utiliser autant les avions qu'on le fait. Donc on va avoir une dynamique et une logique qui est très différente. Beaucoup de responsables RSE sont autour de ces sujets-là. Généralement, quand on se retrouve dans ces thématiques, on est porteur de ces valeurs. Et on peut avoir un décalage énorme avec l'entreprise. Si vous êtes dans ces dimensions-là, face à une boîte familiale, un dirigeant très familial, ça va être compliqué. Si vous allez proposer plein de choses, le dirigeant va dire, mais en fait, à quoi ça sert ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Donc la cohérence et l'écart entre ces deux éléments sont extrêmement importants à prendre en compte. Et puis on a les dynamiques ultérieures qui sont des dynamiques d'adaptation. Pareil, on peut voir des choses, on peut voir des initiatives sur les réseaux sociaux autour de ça. C'est par exemple toutes les réflexions sur vraiment des modèles d'affaires qui sont très fluides, très peu hiérarchisés, avec beaucoup d'autonomie, de l'innovation, des tentatives, on tente, on échoue. On va diminuer les structures organisationnelles. On va privilégier l'initiative à la procédure, etc. On est sur d'autres types de modèles, beaucoup plus fluides. Il y a quelques entreprises qui le testent, qui l'expérimentent, mais vu qu'elles sont souvent très orientées performance, elles l'analysent sous l'angle de la performance. Et donc, si tu l'analyses sous l'angle de la performance, tu ne peux pas obtenir ce niveau d'adaptation. Et donc ces enjeux-là, ils sont fondamentaux. Moi, j'ai revu complètement les plans d'action, même la manière d'évaluer l'entreprise n'est plus la même une fois qu'on a cette lecture-là que quand on l'apprend. On ne diagnostique pas l'entreprise de la même manière. On ne peut pas lui demander les mêmes choses suivant la culture qu'elle a en interne. Et c'est important d'avoir conscience de la culture que moi, je défends en interne au niveau de mon dirigeant. Et suivant ce que je lui défends, je dois savoir quel modèle je suis en train de lui proposer, mais je dois avoir conscience de quel modèle lui a déployé au niveau de l'entreprise. Soit ça va matcher, soit ça va être une frustration énorme. Et souvent, il y a beaucoup de frustration chez les équipes RSE, parce qu'elles sont généralement vers des modèles un petit peu plus complexes, où elles intègrent un peu plus de complexité que ce que l'entreprise demande. Et donc, on va vous voir à retraduire des bonnes initiatives RSE avec le langage de l'entreprise, en disant, oui, ça génère de la performance. Ouais, c'est demandé par la réglementation, c'est demandé par les clients. Vous allez devoir le justifier sur des éléments qui viennent soit de règles de structure, soit de performance, soit vous êtes face à un patron plus votre familial en disant il y a tous les concurrents qui le font. Donc lui, il va se dire oh, on le sait. Ok, donc c'est un élément qui est essentiel. Et donc ces dynamiques-là, elles ne sont pas exclusives, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'un ou l'autre. Généralement, on trouve un peu de tout dans l'entreprise. Suivant où vous êtes, ça va plutôt être une tendance, plutôt une autre. Vous-même, vos dynamiques, elles combinent un peu tout ça. Vous êtes tantôt l'un, tantôt l'autre, avec des appétences plus sur l'un ou sur l'autre. Et donc, pour l'organisation, elle doit vraiment adapter ces modèles à la culture de l'entreprise. Ça ne sert à rien de forcer des éléments qui ne sont pas culturels. Sauf si vous faites vraiment de la conduite de changement. Mais alors, sachez que vous partez sur des choses, on n'est plus dans 2-3 ans, on est sur du 5-6 ans. On l'a vu, des entreprises ont intégré des nouveaux modèles, mais sur des temps très longs, et il peut y avoir des marches arrière suivant le contexte. J'ai accompagné des entreprises qui étaient allées très loin sur la démarche humaniste, beaucoup de valeurs, elles sont confrontées à une difficulté économique. On remet un gros coup de barre sur la partie dynamique de performance et structure. Donc tous les sujets qui n'apportent pas de la valeur ajoutée directe, y compris en matière de RSE, on les arrête. Donc les budgets sur les bien-être au travail, etc., ils sont coupés les premiers, par exemple, dans ce type de démarche. Donc il faut avoir conscience de ça et c'est vraiment un élément fondamental sur vos démarches RSE. Alors j'ai un outil qui permet de diagnostiquer ça et je propose d'offrir 10... Ah non, il ne veut pas, donc la technique ne faisait pas que je le fasse. Donc j'ai mis en place un outil qui me permet moi de modéliser ça et de le quantifier au niveau des responsables RSE et des responsables RH, c'est surtout ces stratégies-là. Donc ceux qui sont intéressés, il y aura 10 rapports possibles. Donc vous venez me demander, je vous donnerai le code d'accès pour le faire. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont vraiment en accompagnement, enfin, pas en accompagnement externe, mais en démarche
de mise en place de ce type de démarche RSE, etc. Et ça va vous donner en fait, ça va vous traduire ce que je viens de vous dire dans des graphiques, une analyse IA. C'est un outil de coaching, soit collectif, soit individuel, autour de ces démarches-là. Donc, si vous êtes intéressé, vous viendrez me voir après. C'est Voilà, dernier point, c'est quelle gouvernance pour la démarche RSE. Donc, comment on met en place une démarche? Il faut savoir qui va gérer la démarche. Donc là, je vous ai donné 3 scénarios, même chose, c'est ni académique, ni théorique, etc. C'est vraiment une approche de retour d'expérience, un peu simplifiée parce que j'ai dû faire des cases. Donc, c'est des modèles un peu statiques, mais des fois, c'est pas aussi net que ça. Mais dans l'idée, en tout cas, on peut avoir le modèle 1, c'est vraiment un responsable RSE tout seul. Donc, en gros, on désigne un responsable RSE et on lui demande de mener la démarche, comme on l'a fait en QSE à l'époque. Et des fois, c'est le QSE qui devient RSE, des fois, c'est le RH qui prend la casquette RSE, des fois, c'est le marketing communication qui prend la casquette RSE. Le dirigeant lui dit, OK, tu mènes la démarche RSE. C'est un modèle qui existe, qui peut fonctionner, et il y a plein de cas où effectivement, c'est structuré de cette manière-là. Un autre modèle un peu plus poussé, où là, on a effectivement un responsable RSE qui est dédié, donc il n'a pas d'autre casquette que la RSE, souvent, c'est vraiment sa fonction principale, et ça va être porté par un comité RSE. Donc là, la direction est OK. Donc au niveau d'un CODIR, d'un COMEX ou d'un conseil d'administration, il y a un comité RSE qui est en place, et donc le responsable RSE va reporter à ce comité-là, et les décisions vont se prendre dans ce comité-là. Et donc là, déjà, on a un poids beaucoup plus fort, parce qu'on a un engagement du conseil d'administration, du COMEX ou du CODIR sur les résultats ou les objectifs RSE. Des fois, on est entre les deux. C'est-à-dire que j'ai vu des entreprises où on était sur des comités RSE assez réguliers, etc. Changement un peu de direction d'environnement, bim, le RSE se retrouve un peu isolé, il continue son système, puis ça va revenir, il va pouvoir reporter. Donc il n'y a pas de modèle vraiment figé, stable, tout est possible et on peut travailler dans tous les contextes possibles. Et un modèle un peu plus élaboré, c'est une organisation beaucoup plus matricielle, où généralement on va avoir un responsable RSE qui est dédié et des structures de co-gouvernance RSE. Donc il n'y a pas un seul comité qui va porter la RSE, mais il y aura plusieurs comités généralement thématiques et ça va s'appuyer sur ce qu'on appelle généralement des référents métiers. Donc on va vraiment avoir les sujets RSE RH portés par l'équipe RH, les achats responsables portés par l'équipe achat, les sujets numériques responsables portés par la SI, les sujets autour des finances, etc., portés par l'équipe finance. Et on peut même avoir des réseaux d'ambassadeurs RSE internes qui vont promouvoir la démarche. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.